Les ETI plombés vraiment par l'incertitude politique selon une enquête du METI, 60% des entreprises de taille intermédiaire ont décidé soit de suspendre, soit de réduire leurs investissements en attendant que la du côté de Mantes-la-Jolie. Tous les résultats ils sont hyper intéressants. Ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'avec ça, avec ce type d'enquête, ils ont même interrogé 1500 ETI. C'est quand même un nombre important. Avec ce type d'enquête, on voit que les patrons d'ETI, ils se la racontent pas. Hein. Et ils se la font pas à l'envers. Ils vont droit au but. Voilà ce que ça produit. Voilà à quoi ça conduit. Voilà les conséquences. On n'est pas dans la jonglerie des promesses politiques intenables. Donc effectivement, sur l'investissement, vous en avez 6% qui pensent maintenir intégralement leur investissement. Seulement 6%. Ils ne changent rien. 12% qui ont d'ores et déjà décidé d'arrêter certains projets. 60%, vous l'avez dit, on attend d'y voir plus clair. On suspend et on attend d'y voir plus clair. 55% qui disent avoir réduit, plus de la moitié a réduit l'enveloppe d'investissement. Sortons de l'aire sud de Rosny-sur-Seine, à côté de Mantes-la-Jolie sur la A13. Presque un tiers qui a décidé de réorienter une grande partie du budget vers d'autres pays. Vous prenez ces chiffres, vous prenez ces conséquences, vous prenez le laps de temps depuis le 9 juin, vous voyez que ça va très 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 vite, que les comportements s'ajustent à toute allure, parce que l'enquête a été menée entre le 11 et le 17 juillet, donc il y a vraiment d'actualité. Ensuite, le métier a interrogé donc ces 1500 chefs d'entreprise. Je rappelle que l'ETI c'est là où il y a de la production, c'est là où il y a de l'emploi. Et c'est là où on a du potentiel. On veut toujours mettre en avant la gentille TPE, la gentille PME, mais ce qui fait tourner l'économie française, ce sont les ETI. Et on sait bien que c'est la grande différence avec l'Allemagne, où on a 2 fois moins. On a 5000 ETI en France supplémentaires, on n'a plus aucun problème économique dans ce pays. Et donc ils ont interrogé sur le SMIC à 1600. Là aussi, c'est juste carré. Voilà, on se la raconte pas encore une fois. 40% des ETI préviennent qu'un SMIC à 1600, elles montent leur prix. Ils disent, en moyenne, ça nous fait une masse salariale qui augmente de 7%. Et pour un tiers d'entre nous, la masse salariale augmentera d'au moins 10%. 28%. Ralentissement et un accident sur la 80. Avec un tel bond du SMIC, on supprime des emplois. 28% supprime des emplois. C'est presque un tiers. 14% indiquent que cette hausse de SMIC obligerait à couper des dépenses ou à couper des investissements. Et vous en avez 6% qui disent écoutez, face à un tel projet, moi, je ne sais pas comment je réagis, je me sens complètement désarmé, c'est carrément la survie de ma boîte qui est en jeu. Voilà un peu des réactions chez l'entreprise qui sont hyper clairvoyantes. Et c'est bien de le rappeler, en cas de hausse du SMIC, ce n'est pas l'État qui va payer la facture, ce sont les entreprises. Je sais, j'ai eu ce débat avec Christian Chavagneux qui expliquait que finalement c'était le gonflement de l'enveloppe de cotisation d'allègement de cotisation qui allait absorber l'histoire. Mais non, c'est bien du coût du travail supplémentaire, il faut quand même pas rêver. Et donc on prend cette enquête du métier qui va exactement dans le même sens que le fameux indice d'incertitude de la Banque de France qui a été publié la semaine dernière. Et à côté de cet indice d'incertitude de la Banque de France, mais 3 impacts, 3 tendances lourdes depuis la décision de la dissolution: l'attentisme des clients, report d'investissement, c'est ce qu'on retrouve ici, et gel des recrutements. On a vraiment mis un coup dans l'économie depuis ce choix politique qui est réel. On aura des nouveaux éléments. On a un bon baromètre qui débute aujourd'hui avec les premiers résultats des entreprises du CAC 40. Je crois que c'est Publicis qui ouvre le bal. Ils vont donner leur perspective 2024. On va voir un peu comment ils voient l'avenir. Alors évidemment, quand on est au CAC 40, on n'est pas simplement concerné par le seul chaos politique français de savoir si on pourra en sortir ou pas. On regarde ce que vont faire les banques centrales, on regarde comment les Américains vont voter à l'automne, et puis on va aussi surveiller de près la solidité de l'arrimage politique de la France avec l'Allemagne, où on aura des premiers éléments de réponse concrets quand on va donner notre feuille de route budgétaire pour le mois de septembre aux Européens. C'est là où on verra si on peut quand même continuer à travailler ensemble ou si la confiance dans l'euro risque d'être attaquée. Intéressante, hein, cette enquête. L'enquête du métier, elle est parfaite, parce que c'est là, voilà, c'est la vraie life, et ça fait du bien. Ouais. Merci beaucoup Nicolas Dos. Vous êtes plutôt cuisine vegan ou entrecôte de frites? Entrecôte de frites, bien sûr. Alors vous restez avec nous, le patron de Buffalo Grill est mon invité. Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Un nouveau concept pour Buffalo Grill, la célèbre enseigne de restauration qui a renoué avec les bénéfices l'an dernier. On va en parler avec
6-7 ans, et on ne veut pas, parce qu'on a aussi le souci de l'investissement bien mené. Nous sommes à la hauteur de Mantes-la-Jolie, sortie. Et donc il nous faudra probablement 3 ou 4 ans pour faire en sorte que ce concept soit complètement développé. En termes de chiffre d'affaires, vous êtes pratiquement revenu au niveau d'avant la crise sanitaire, 508 millions d'euros l'an dernier. L'enseigne a également renoué avec les bénéfices, 36 millions d'euros de résultats opérationnels en 2023. Quel a été le moteur de ce redressement? Alors, tout d'abord, la reprise de la consommation, d'une certaine façon, parce qu'on a aussi un comparateur avec les années Covid qui est difficile pour l'ensemble du marché de la restauration. Une partie de la fréquentation qu'on avait dans nos restaurants, comme tout le marché de la restauration n'est pas revenu. On réussit avec Buffalo Grill à gagner de la part de marché, avec le renouvellement du nouveau concept, avec l'évolution des offres que l'on a, avec notre présence sur les réseaux sociaux. Et le moteur, c'est aussi, il faut le dire, l'inflation, qui a tiré le ticket moyen de l'ensemble de la restauration vers le haut, mais on reste avec la fierté d'avoir le ticket moyen le plus faible de toute la restauration chez nous. La crise sanitaire, l'inflation, la crise du pouvoir d'achat, qu'est-ce que ça a changé sur les habitudes de consommation de vos clients? En un seul mot, moins la semaine et plus le week-end. On a des bassins de consommation qui sont désertés parce que le télétravail, tout le monde le comprend, fait qu'on consommera moins de déjeuner et de travail ou à proximité de son lieu de travail. Et en revanche, une appétence bien plus forte de nos consommateurs pour les moments de divertissement, et on est parfaitement placé sur ces moments-là. Comment est-ce que vous vous êtes adapté aux questions de pouvoir d'achat? Vous commercialisez notamment des produits à base de viande. Ça n'est pas un ingrédient bon marché. Comment est-ce que vous restez compétitif? Alors, viande, vous avez dit. Et peut-être que déjà, ça évoque le fait qu'il y a une déconsommation de la viande, ce qui n'est pas le cas dans la restauration. C'est vraiment le cas sur la partie consommation à domicile. Nous-mêmes, nous consommons moins de viande. En revanche, on veut consommer de la viande qui est bien cuite, bien préparée, etc., etc., et une belle pièce de viande. Et la restauration et Buffalo
sommes à la hauteur de Rambouillet. 7h24. Avec Anthony Morel. BFM Business, Culturia, Anthony Morel. Salut Anthony, bonjour. C'est l'un des grands projets d'Elon Musk et il est en train de prendre pas mal de retard. Mettre sur les routes des robots taxis. Alors le patron de Tesla a confirmé qu'il ne serait pas dévoilé le mois prochain comme prévu. De quoi on parle exactement ces robots taxis? Oui, alors c'est une vieille idée d'Elon Musk en fait, c'est l'idée de mettre sur les routes une flotte de Tesla complètement autonome. Il appelle ça des robots taxis, mais en fait c'est des Tesla qui seraient à terme, nous dit-il, sans volant ni pédale, qui pourraient rouler de manière totalement autonome et qu'on pourrait commander, monsieur et madame tout le monde, comme on commande un VTC via une application mobile, et donc vous auriez une Tesla sans conducteur qui arriverait sur le pas de votre porte. C'est une technologie qu'Elon Musk nous promet depuis longtemps, sauf que cette semaine, il nous a annoncé qu'il y aurait un nouveau retard. Ça devait être annoncé et dévoilé le 8 août, il avait donné cette date. Alors on l'avait appris en même temps que les ingénieurs apparemment, ce qui préjuge un peu les ingénieurs à l'avance, ça avait dû leur mettre un petit coup de pression, mais c'est pas prêt. Voilà, il y a un problème au niveau du design, de l'avant de la voiture, nous dit Elon Musk. Donc ça reste le design, c'est vrai. Oui, alors c'est ce que dit Elon Musk. Donc il nous dit maintenant ce sera en octobre, il y aura des surprises supplémentaires. Alors, c'est un peu le problème de ce projet, c'est que c'est parole. C'est-à-dire que Elon Musk, ça fait depuis 2019 qu'il nous parle de ces robots taxis. À l'époque, il disait qu'en 2020, il y aurait 1 million de robots taxis sur les routes. On les attend encore. Il nous disait aussi qu'il était tout proche des voitures autonomes de niveau 5, c'est-à-dire le niveau ultime de la voiture autonome. Or, aujourd'hui, les Tesla, le mode FSD, de Full Self Driving, on est sur de la voiture autonome de niveau 2, donc on en est quand même assez loin. Autrement dit, au mois d'octobre, quand il va faire sa présentation, il va falloir délivrer, comme on dit, au-delà de la hype et du marketing. Peut-être plus intéressant encore que la technologie, c'est le modèle économique que Elon Musk veut mettre derrière ces taxis. Oui, alors moi c'est ce que je trouve passionnant. C'est un modèle qui s'inspire d'Airbnb, mais pour les voitures autonomes. En fait, on pourra commander donc une Tesla dans la rue via une application mobile, et ce sont les particuliers propriétaires d'une Tesla qui pourraient les mettre en location, comme on met en location un appartement qu'on a acheté en courte durée. C'est exactement ça. Donc on pourrait investir en achetant une Tesla, et puis quand on ne l'utilise pas, parce que 90% du temps on n'utilise pas sa voiture, eh bien elle pourrait partir en mode autonome et être louée par d'autres utilisateurs. C'est pas mal, c'est une idée intéressante, ça génère des revenus passifs, enfin voilà, on pourrait investir dans une condition de récupérer en bon état. Alors il faut la récupérer en bon état, vous avez raison. Avec des chips écrasés sur le siège. Oui, c'est ça, alors c'est toujours le risque, effectivement. Bon, après il y aura sûrement des systèmes de caution. Il donne quand même ce chiffre à Elon Musk, il dit on pourrait générer comme ça 30 000 € de revenus par an à partir de sa Tesla. Donc là vous pourriez rembourser soit le leasing ou le prêt pour la voiture assez facilement. Il a quand même raison sur le principe de l'autopartage. Oui, absolument. Le système du futur. Tesla est loin d'être le seul à s'intéresser à l'idée des taxis autonomes. La réalité, Anthony, c'est que ça se passe pas toujours très bien. C'est compliqué, on le voit bien avec Waymo, la filiale voiture autonome de Google, on le voit bien avec Cruise, celle de GM, parce que c'est testé dans certaines villes américaines, à San Francisco, à Phoenix, en Arizona, à Las Vegas, vous pouvez déjà commander des taxis ou des VTC autonomes, sauf que ça se passe pas toujours très bien, la cohabitation avec les habitants. Il y a eu des cas d'accidents, d'incidents, des voitures qui bug et qui se mettent à bloquer la circulation sur des grands axes, des automobiles qui se font tamponner par des VTC autonomes, ce qui génère évidemment quelques petits soucis, à tel point que Cruise par exemple a dû interrompre ses activités en octobre dernier après plusieurs accidents qui lui ont valu la suspension de ses autorisations en Californie. Et d'ailleurs il y a certaines voitures autonomes qui ont été vandalisées aussi par les habitants de certaines villes qui voient d'un assez mauvais œil l'arrivée de ces voitures avec des volants qui tournent tout seuls. C'est vrai qu'on comprend pas toujours très bien au départ, ça fait un peu bizarre. Merci beaucoup Anthony Morel. À suivre dans un instant le journal de Stéphanie Colo, il est 7h28. Avec Shopify, obtenez tous les bons outils de vente, des outils de design pour développer votre marque, des outils de marketing pour susciter l'intérêt de plus de clients et des outils de vente pour élargir votre champ d'action, en ligne, sur médias sociaux, en personne et bien plus encore. De la petite entreprise à la multinationale, les outils de Shopify supportent votre croissance. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur ce que vous faites le mieux. Inscrivez-vous à une période d'essai à €1 par mois sur shopify.fr/test. Rendez-vous sur shopify.fr/test pour faire passer votre marque au niveau supérieur dès aujourd'hui. 7h30 sur BFM Business, on fait un nouveau point sur l'actualité avec Stéphanie Colo. On commence, Stéphanie, avec la première prise de parole de J.D. Vance, le colistier de Donald Trump. C'était cette nuit aux États-Unis. Il s'exprimait lors de la convention républicaine dans le Wisconsin. Il s'est directement adressé aux classes populaires en cas de victoire. Il va
homme à la hauteur des Mureaux et de Meulan. Nous avons besoin d'un leader qui n'est pas vendu au grand capital, mais qui répond aux travailleurs, qu'ils soient syndiqués ou pas. Un leader qui ne se vend pas aux multinationales, mais qui défend les entreprises et les industries américaines. Un leader qui rejette la grande arnaque verte de Joe Biden et Kamala Harris et qui se bat pour faire revenir nos grandes usines américaines. Nous avons besoin du président Donald Trump. Qui appelle l'Amérique à choisir une nouvelle voie. Retour sur le premier discours du colistier de Donald Trump avec Thierry Arnaud depuis la convention républicaine à Milwaukee. Pendant un peu plus d'une demi-heure, J.D. Vance a fait la démonstration de son aisance d'orateur. Il ne s'est pas contenté de raconter à l'Amérique l'histoire de sa
potentiel de production de l'Union européenne soit atteint. Un bilan mitigé. Nous sommes sur la A14. Pourtant, l'un des axes essentiels des 27 pour atteindre la neutralité carbone en 2050, mais aussi à plus court terme pour réduire la dépendance de l'Europe au gaz russe. Et comment est-ce que ces critiques ont été perçues par la filière française de l'hydrogène? Philippe Boucli, président de France Hydrogène, sera mon invité dans quelques minutes. La part des voitures électriques vendues en Europe recule au premier semestre après 3 années de progression. Les voitures électriques représentent 12,5% des ventes contre 12,9% début 2023. Tesla, leader du marché, voit ses ventes européennes reculer de 9% sur le semestre. Les modèles hybrides représentent désormais près de 30% du marché. Deux résultats d'entreprise ce matin. Nokia annonce une perte nette de 142 millions d'euros au deuxième trimestre. C'est dû à des dépréciations. Et puis Novartis annonce un bénéfice net en hausse de 43% au deuxième trimestre à 3,2 milliards de dollars. C'est mieux prévu. Le laboratoire relève ses objectifs pour l'ensemble de l'année. Après d'une semaine du coup d'envoi des Jeux Olympiques de Paris 2024, 50 000 billets sont mis en vente ce matin. C'est effectivement le dernier rendez-vous hebdomadaire billetterie avant une mise en vente de quelques centaines de billets chaque jour à partir de lundi prochain. Les JO, c'est aussi la mascotte. Sa fabrication est traditionnellement confiée à des grands groupes. Sauf pour cette édition, le comité olympique a décidé de faire appel à 2 PME. Reportage dans l'atelier de l'une d'entre elles près de Rennes avec Alexandra Pagé. C'est ici, en France, qu'est fabriquée la mascotte des JO, Frichy. En tout cas, une partie de la production en Bretagne par un groupe français, Doudou et compagnie. Le leader français du doudou a décidé en 2019 de rapatrier une petite partie de sa production dans l'Hexagone. L'essentiel est fabriqué dans son usine. Nous sommes à la en Chine. hauteur de Saint-Germain-en-Laye de L'un des Chambourcy. 2 industriels choisis par le comité olympique pour la confection et la distribution des mascottes officielles. 500 000 pièces sont en cours de fabrication dans son atelier breton de Vitré, dirigé par Béatrice Aurin, qui a vu l'activité considérablement augmenter. Ça fait 1 an et demi qu'on est dessus, c'est un rythme beaucoup plus intensif. On fait à peu près 1000 pièces par jour. Depuis quelques mois, on a plus que triplé les volumes. Cette année, pour la première fois, Alain Joly, président et fondateur de Doudou et compagnie, a obtenu
stratégie qui a été publiée, il y a des moyens qui ont été mis et un certain nombre de pilotes de réalisation ont été faites dans le domaine des bus. En face, il y a la défense. L'acier propre. Mais ce que dit ce rapport, c'est que le compte n'y est pas, notamment en termes d'objectifs irréalistes, des objectifs, je cite, dictés par une volonté plus. Ralentissement de la circulation dans 7 km sur A86. Prévoyez un retard de 5 minutes. Vous êtes toujours sur l'itinéraire le plus rapide. Éthique et qui ne repose pas sur des analyses rigoureuses. C'est clair, l'objectif de Repower EU, enfin c'est comme ça son nom barbare, ça a été publié en mai 2022, 3 mois après se dirige vers Paris. C'était clairement un objectif de temps. On la A86. Comme ça, du jour au lendemain, on a vu les objectifs doublés, donc sans étude d'impact. Sur la A14. Donc c'était clairement un signal politique fort, mais sans base concrète. Ça, on est d'accord. Est-ce qu'on peut dire que c'est un problème européen de laisser parler d'abord les politiques et ensuite les ingénieurs? Non, je crois que les politiques, il ne faut pas donner des directions, afficher une ambition, et cette ambition, elle est affichée. Alors maintenant, c'est là où il faut regarder de plus près, c'est la façon d'atteindre ces objectifs. Des textes ont été publiés, c'est incomplet. Et en particulier, nous, Français, il faut qu'au niveau bruxellois, on avance davantage sur l'hydrogène bas carbone. L'hydrogène fait avec de l'électricité qui ne soit pas uniquement renouvelable, mais également de l'électricité nucléaire. Des grands pas ont été faits en 2023, mais encore insuffisamment, et il faut encore avancer dans ce domaine-là. On va en parler dans un instant justement de l'hydrogène bas carbone. D'abord sur les objectifs, excusez-moi d'insister, mais est-ce qu'il faut les revoir à la baisse? Pour les revoir à la baisse, effectivement, 20 millions de tonnes, 10 millions importés, 10 millions produits, c'était beaucoup. Nous avons fait au plan français, nous avons fait une approche dans les deux sens, à la fois les porteurs de projets au niveau Maintenant français, on paye le péage de la A14 via Internet, on ne paye plus au péage. Le péage va être détruit. La possibilité de produire jusqu'à 600 000, 800 000 tonnes d'hydrogène à l'horizon 2030. Et dans le même temps, nous avons fait, disons, une approche descendante, affichant... Dans 3 km, utilisez la deuxième voie à partir de la droite pour prendre la sortie A86 en direction de A1, Lille. 6500 MW au niveau français. 10 millions de tonnes produites, 10 millions importées, qu'on vous dit de revoir à la baisse, ce serait quel ordre de grandeur? Je pense que les ordres de grandeur initiaux étaient les bons, c'est-à-dire 10 millions de tonnes. Au total, c'est-à-dire divisé peut-être par deux. Je ne vais pas faire l'erreur. Donc il faut se livrer à une analyse précise des besoins et voir l'adéquation entre l'offre et la demande. Ouais, le rapport critique également les financements publics trop éparpillés. Oui, effectivement. Enfin, quiconque a souhaité avoir des soutiens européens, alors ils arrivent ces soutiens européens, mais c'est affreusement compliqué. Donc il y a l'idée d'avoir un guichet unique au cours de la prochaine commission. On verra ce qui est possible. Évidemment, ça n'a pas la simplicité de l'IRA, de la politique américaine, où c'est un crédit d'impôt. Pour autant que vous produisez de l'hydrogène propre, vous avez un crédit d'impôt. Donc là, c'est vraiment très clair et très simple. En Europe, c'est des guichets. Et on empile les subventions. En face, il y a la défense, avec l'arche de la défense. France Hydrogène, 460. C'est la défense. Dans votre rapport annuel, vous recensez près de 1200 entreprises en France sur la chaîne de valeur de l'hydrogène. Est-ce qu'en réalité, c'est pas la filière aussi qui est trop éparpillée? Non, la filière n'est pas trop éparpillée. Vous avez des grands groupes. On a au sein de France Hydrogène, on a plus d'une centaine de grands groupes. Avec les énergéticiens, vous avez EDF, vous avez... Dans 600 mètres, utilisez la deuxième voie à partir de la droite pour prendre la sortie A86 en direction de A1, Lille. Là, c'est la défense. Vous avez également les gaziers industriels, liquide, bien sûr. Mais vous avez également le monde du transport. Vous avez Keolis, Transdev, la SNCF, la RATP. Et tout droit, c'est Porte-Maillot. Utilisez la deuxième voie à partir de la droite pour prendre la sortie A86, puis utilisez la voie de gauche pour prendre la bretelle en direction de A86. Là, il y a la défense et l'arche. Utilisez la voie de gauche pour prendre la bretelle en direction de A86. Automobiles comme Stellantis, comme Renault au travers de Ivia, une filiale qui sont avec Plug Power. Donc vous avez des grands groupes, mais vous avez aussi
plus de 200, alors on n'en a que 210, mais il y en a beaucoup plus, des startups qui donnent, disons, cette agilité à l'ensemble de la filière. En matière de transition écologique, l'enjeu pour votre filière, c'est de produire de l'hydrogène décarboné, vous l'avez dit. Aujourd'hui, la très grande majorité est produite à base d'énergie fossile. C'est quoi l'ordre de grandeur? C'est quasiment la totalité, actuellement, la quasiment totalité de l'hydrogène produit est ce qu'on appelle gris, c'est-à-dire fait à partir de gaz naturel. L'hydrogène décarboné, c'est comme disent les Anglais, low single digit, c'est-à-dire entre 0 et 5% du marché. Oui, c'est ça. Ouais. Comment ça? Mais on va aller... Justement, comment on avance? Il n'est de valable que de l'hydrogène propre. L'hydrogène propre, maintenant, c'est à peu près, c'est même clairement défini. C'est-à-dire, si vous produisez moins de 3,38 kg de gaz carbonique, équivalent CO2, par kilo d'hydrogène. Donc, il y a plusieurs moyens d'y arriver. Un des moyens, c'est évidemment l'électrolyse avec de l'électricité propre. Et là, la France a un avantage concurrentiel grâce aux centrales nucléaires. Absolument. Ouais. Là, on a ce qu'il faut. Donc, c'est pour ça que ce que nous disons au gouvernement dans la période actuelle, c'est... À droite, il y a Nanterre. Faites en sorte que ce qui a été promis depuis 4 ans maintenant se réalise. Un gros travail a été fait de la part des autorités gouvernementales sur les textes. Donc il y a une avancée, c'est clair. Mais ce qui bloque actuellement, c'est 2 textes. Un sur les lauréats de l'ADEME. Il y a une vingtaine de lauréats de l'ADEME qui ont été repérés par l'ADEME, qui sont prêts à développer des projets. Et puis un appel, la première tranche, un appel d'offres pour développer des électrolyseurs pour 150 MW, un minimum de 30 MW par projet. C'est absolument nécessaire pour progresser. Merci beaucoup Philippe Boucli, président de France Hydrogène sur BFM Business. Merci. Good Morning Business, le monde qui bouge. Direction la Chine. Ce matin, la ville de Shanghai souhaite accélérer dans la production de robots humanoïdes avec des applications qui pourraient être largement revues à la hausse grâce à l'intelligence artificielle. Benaouda Abdelhaim. Les autorités de Shanghai entendent accélérer dans l'industrie des robots humanoïdes. Le message a été transmis par la mégapole chinoise en mai dernier à l'occasion de son forum annuel pour l'innovation et l'entrepreneuriat, le Y50. La municipalité chinoise a fait de l'implantation à droite, il y a Colombe et la Garenne Colombe courante un facteur d'essor à un horizon très rapproché. La perspective officielle n'est pas 2050, c'est dès l'année prochaine qu'un ratio substantiel dans les usines est censé s'établir. Il faudrait 500 unités de ces robots pour 10 000 travailleurs. La mégapole la plus peuplée de Chine dit créer un écosystème innovant dans ce domaine, comprenant la recherche-développement, la promotion des talents et l'incubation d'entreprises. Pour ceci, la chef de la commission municipale pour l'économie a fait état de nouvelles politiques afin d'approfondir l'application de robots humanoïdes. Il est 18h58, c'est 29,5 degrés. Industrielle, les services et d'autres secteurs. Même si la vitesse de généralisation est extrêmement ambitieuse, ce sont de jeunes entreprises privées de la ville Agibot, Fourier Intelligence, ou encore Jiduan Robotics qui doivent commencer à sortir ces androïdes dans les meilleurs délais et à échelle industrielle. Pour Shanghai, il s'agit aussi d'entretenir son image d'avant-garde dans sa concurrence permanente avec la capitale Pékin, capitale du pouvoir politique central. Dans le classement annuel de l'Académie chinoise des sciences et de la technologie, Shanghai a conservé son premier rang en termes d'indicateurs d'innovation régionale. Et l'État utilise la rivalité entre ces mégapoles dans une stratégie de stimulation destinée, pour ce qui concerne les robots humanoïdes, à faire basculer l'ensemble du pays dans cette production de masse. Le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information en a élaboré la feuille de route politique sur une dizaine de pages, en concevant ces systèmes comme une rupture industrielle radicale à l'image de ce qu'a été le smartphone ou bien le véhicule électrique. Cette évolution est également perçue comme un moyen de répondre aux défis grandissants de la crise démographique nationale. Le président d'iFlyTech, qui est aussi député, plaide ainsi pour une armée de robots compatibles avec l'intelligence artificielle afin de résoudre, dit-il, les problèmes de soins aux personnes âgées et de la compagnie émotionnelle. C'est aussi ce qui explique cet impératif d'accélérer dans les robots humanoïdes. 7h56 sur BFM Business. Dans un instant, le journal de Stéphanie Colo. À 8h15, c'est Enrique Martinez, le directeur général de Fnac Darty, qui sera l'invité de la matinale. BFM Business et RMC Découverte présentent Good Morning Business, présenté par Stéphane Pedrazzi. Bientôt 8h, merci d'être
finalement n'a pas été retenu pour construire 2 réacteurs en République tchèque. Le groupe était pourtant parti favori. De son côté, la Cour des comptes européenne étrille la gestion de la filière hydrogène, à la fois en termes d'objectifs et en termes de financement. Et puis, les ambitions internationales de Fnac Darty, on va vous en parler ce matin avec l'annonce d'une acquisition en Italie. Unieuro, c'est l'équivalent italien de Fnac Darty. Acquisition avec le soutien financier de Daniel Kretinsky, premier actionnaire de l'entreprise. Enrique Martinez, directeur général de Fnac Darty, sera mon invité à 8h15. Voilà pour les titres. D'abord le journal de Stéphanie Cohen. Et c'est donc, Stéphanie, un véritable coup de tonnerre pour EDF dans le nucléaire. Parti favori, le groupe perd finalement l'appel d'offres important en République tchèque. C'était pour construire 2 réacteurs, un échec qui interroge sur le succès du nucléaire à l'export et l'équation financière des prochains EPR en France. Mathieu Pachberti. C'est une immense déception pour EDF qui avait placé beaucoup d'espoir en République tchèque internationale. La défaite est d'autant plus difficile à encaisser qu'elle intervient 2 ans après avoir déjà échoué face aux Américains de Westinghouse en Pologne. L'électricien peine à vendre ses EPR à l'étranger alors que le gouvernement français a pesé de tout son poids dans les négociations. Cette fois, EDF a perdu contre les Coréens de l'ancien KEPCO qui lui avait déjà infligé une mémorable défaite à Abu Dhabi il y a 15 ans. Ils ont notamment tiré les prix à la baisse alors que les finances d'EDF ne leur ont pas permis de s'aligner. Les Coréens ont proposé 8,5 milliards de dollars alors que les EPR français coûtent au moins 10 milliards chacun. Cet échec relance le débat sur le coût du nucléaire alors qu'EDF planche sur l'équation financière des 6 prochains EPR à construire en France d'ici 2050. Alors si EDF connaît cet échec en République tchèque, le groupe reste en Europe un acteur majeur du nucléaire et de sa relance, Nathan Kogampo. Oui, au total, en Europe, on compte un peu plus de 100 réacteurs nucléaires en service dans 13 pays, derrière la France avec ses 56 réacteurs, l'Espagne, deuxième producteur, puis la Suède et la Belgique. Aujourd'hui, un quart de l'énergie de l'UE est d'origine nucléaire. La moitié est uniquement produite en France par EDF. Donc, la France qui veut fortement relancer sa filière avec la construction de 6 nouveaux réacteurs nucléaires à partir de 2026. Alors, globalement, EDF participe vivement à la relance du nucléaire en Europe, notamment au Royaume-Uni. L'entreprise française construit 2 EPR à Hinkley Point, 2 autres EPR sont construits à Sizewell. De nombreux projets sont aussi relancés en Pologne, Slovaquie, Slovénie et bientôt. Nous sommes à la hauteur d'Argenteuil, Daniel. Il y a 14 ans de revenir sur la décision d'abandonner progressivement le nucléaire. En plus des 6 réacteurs existants, 2 autres seront construits dans les 10 prochaines années et EDF est aujourd'hui bien positionné en discussion étroite. Les motards, ils roulent comme des abrutis. Enfin, et après, ils s'étonnent pourquoi il y a des catastrophes. Réflexion comme regardez ces motards. ou encore les Pays-Bas qui souhaitent construire. En plus, c'est nous qui avons tort s'il leur arrive malheur. Ils donnent des coups de pied dans les camions. Dans 5 km. Prévoyez un retard de 10 minutes. Vous êtes toujours sur l'itinéraire le plus rapide. Et en plus du seul réacteur existant du pays, EDF est toujours autour de la table des discussions, notamment avec son concurrent coréen. Nous sommes à la hauteur de Gennevilliers. Toujours à propos d'énergie, Vinci et Siemens décrochent un contrat de près de 3 milliards d'euros. Ensemble, les 2 groupes vont se voir construire et installer 2 plateformes d'un parc éolien en mer du Nord. La course à la présidentielle américaine se complique pour Joe Biden. Le président américain annonce avoir le Covid. Il a été testé positif hier, mais dit se sentir bien. Un peu plus tôt, il avait déclaré qu'il pouvait se retirer de la course à la présidentielle si un problème médical lui était détecté. Benoît Ballet. Je me sens bien, voilà la déclaration qui se veut rassurante de Joe Biden avant de monter péniblement dans son avion qui doit le ramener du Nevada au Delaware où il va s'isoler dans sa maison de vacances. Le président américain est vacciné, il souffre de symptômes légers au niveau des voies respiratoires supérieures, le nez qui coule, la toux sèche, mais sa fréquence respiratoire est normale selon son médecin qui lui a donné une dose d'antiviral. Joe Biden continuera d'exercer ses fonctions, indique la Maison-Blanche, mais cet isolement forcé tombe au pire moment pour lui, contraint de cesser sa campagne quand son rival, Donald Trump, rassemble en héros miraculé tout son parti derrière lui à Milwaukee dans le Wisconsin. Le président démocrate, lui, n'a toujours pas réussi à éteindre les critiques de son camp quant à sa capacité à gagner en novembre prochain. La vitre est sale. Continue de croire en sa victoire. Se désister ne serait envisageable, a-t-il assuré, quand
cas de problème médical avéré par ses médecins. Côté républicain, Donald Trump doit prononcer un discours aujourd'hui devant ses partisans en clôture de la convention républicaine. Un peu plus tôt, c'est son colistier qui a pris la parole pour la première fois depuis sa nomination. James David Vance s'est directement adressé à la hauteur d'Anières et de Joinville. De privilégier les travailleurs plutôt que Wall Street, vous l'entendrez dans le journal de 8h30. Et pendant ce temps, Stéphanie, l'économie américaine donne des signes de ralentissement. La conclusion du livre de la Fed, du livre belge de la Fed, publié hier, en cause des mesures destinées à ralentir l'inflation qui pèse sur l'activité. La pénurie de main-d'œuvre semble se résorber avec une baisse de l'emploi dans le secteur manufacturier en raison du ralentissement des nouvelles commandes. La séance était compliquée hier à Wall Street. Le Nasdaq a signé une des pires séances depuis 2 ans. L'indice de la tech américaine lâche plus de 2,7% en clôture, en cause des craintes liées à de nouvelles restrictions sur les échanges internationaux de semi-conducteurs. À droite, il y a la HAC. Et tout droit, c'est la HAC 80. La BCE vont partir en vacances aujourd'hui. Sauf surprise, la Banque Centrale Européenne devrait laisser ses taux inchangés avant une nouvelle baisse en septembre. Une réunion à laquelle manquera le gouverneur de la Banque d'Espagne qui n'a plus de dirigeant exécutif. Léo Dumas. C'est une première. À droite, on va faire du l'Espagne n'aura pas droit au chapitre sur la décision de politique monétaire de la BCE, car depuis le 10 juin, la 4e économie de la zone euro n'a plus de banquier central. Démissionnaire, Pablo Hernandez n'a toujours pas été remplacé, faute d'accord politique. Traditionnellement à Madrid, le gouvernement en place et le principal parti d'opposition désignent ensemble le banquier central. Mais cette fois, les tensions sont telles entre les partis qu'aucun candidat ne fait consensus et il n'y a aucune urgence pour cette nomination, dit le ministre de l'économie, car oui, malgré tout, l'Espagne sera bien représentée à Francfort. C'est Margarita Delgado qui assure l'intérim à la tête de la Banque centrale, et si elle ne peut pas voter, elle pourra quand même participer aux discussions. La situation ne s'était plus produite depuis 2006 avec une locomotive de la zone euro. C'est l'Italie à l'époque qui s'était présentée sans banquier central, entre la démission d'Antonio Fazio et la nomination de Mario Draghi. On vous en parlait dès hier matin, Fnac Darty qui signe une importante acquisition en Italie. Le groupe rachète l'italien Unieuro pour 250 millions d'euros et réalise un bond en termes de croissance. Son patron Enrique Martinez, qui sera sur ce plateau dans moins de 10 minutes, réussit enfin à se développer en Europe grâce à l'aide de son premier actionnaire Daniel Kretinsky. Mathieu Pechberti. Après 2 années de silence, le milliardaire tchèque sort du bois. Daniel Kretinsky va financer la moitié du rachat d'Unieuro en déboursant 120 millions d'euros en cash. Il apporte ainsi une aide financière indispensable à Fnac Darty pour se développer hors de France. Daniel Kretinsky montre ainsi qu'il est désormais à la manœuvre. L'homme d'affaires est devenu actionnaire de Fnac Darty il y a 2 ans. Là, on arrive au parc de Saint-Denis, au parc de France. On arrive bientôt à juste au-dessous du seuil de PA. Son arrivée a toujours été saluée par le distributeur. Son patron Enrique Martinez trépide depuis plusieurs années car il peine à étendre son groupe en Europe. Depuis 2017, il avait comme premier actionnaire l'allemand Seconomy, un distributeur lui aussi spécialisé dans les appareils électroniques. Mais après avoir étudié ensemble une alliance, une fusion et un rachat, Fnac Darty a abandonné ses projets avec le distributeur allemand. L'arrivée de Daniel Kretinsky, qui est aussi actionnaire de l'allemand Métro, ouvre une nouvelle ère pour le développement international. La décision du tribunal sur l'avenir de Duralex est mise en délibéré au 26 juillet. 3 offres de reprise sont en lice, dont celle d'une SCOP soutenue par 60% du personnel et portée par la direction. Elle prévoit le maintien de la totalité de l'effectif et obtient l'appui des élus locaux. Il est 8h07, toujours dans à la hauteur de Saint-Ouen, Paris, Port-de-Pignon. L'intelligence artificielle. L'armateur, par ailleurs propriétaire de BFM Business, signe un partenariat stratégique avec Google. Objectif, plus d'efficacité et de réactivité dans le transport maritime et la logistique. Étienne Henry. C'est un partenariat conséquent pour CMA-CGM qui s'engage pendant 5 ans avec Google pour utiliser l'IA en renfort dans toutes ses activités. D'abord le transport maritime pour permettre une optimisation globale et quotidienne de la flotte. Par exemple, libérer un navire en cas de congestion dans un terminal, d'améliorer les itinéraires ou les choix de bateaux utilisés. Le tout sera associé à des outils de prévision faits sur mesure pour l'armateur afin de mieux anticiper la demande. Côté logistique, des cas d'usage plus classiques, notamment pour l'administratif. Il y a optimiser des entrepôts grâce à la maintenance prédictive et des jumeaux numériques, de quoi améliorer la performance économique et environnementale de tout le groupe, espère CMA-CGM, qui
ne dévoile pas d'objectifs chiffrés, mais la baisse des coûts, c'est le nerf de la guerre dans le secteur et l'IA est en partie la solution. Une étude publiée le mois dernier estime qu'elle pourrait permettre de réduire ses émissions de 47 millions de tonnes par an, soit une économie de 100 000 $ de carburant par an. Publicis fait mieux que prévu au premier semestre. Le revenu à gauche, il y a le Parc de France, à 3,4 remporté par Epsilon, sa filiale spécialisée dans les données qui permet d'établir le profil individualisé des consommateurs. Le groupe relève son objectif de croissance organique pour cette année qui devrait se situer entre 5 et 6%. Aux États-Unis, United Airlines a fait mieux que prévu au deuxième trimestre. La compagnie publie un bénéfice net en hausse de 23% à 1,3 milliard $, mais les prévisions pour le prochain trimestre déçoivent. Les machinistes de Boeing approuvent le principe d'une grève si les négociations échouent sur les salaires. Le syndicat, qui représente plus de 30 000 employés, réclame une hausse salariale d'au moins 40% sur 3 ans, de meilleurs avantages sociaux et la sécurité de l'emploi. En Californie, les salariés du parc Disneyland menacent de faire grève. 200 d'entre eux ont manifesté hier près de Los Angeles pour réclamer, là encore, de meilleurs salaires et pour dénoncer des pratiques anti-syndicales. Et puis après d'une semaine des Jeux Olympiques, la cérémonie d'ouverture est-elle menacée? Un syndicat de la CGT Spectacle dépose un préavis de grève. Il concerne 250 à 300 danseurs attendus pour la cérémonie. Le syndicat proteste contre les inégalités de traitement entre les artistes recrutés. Dans 3 km, prendre la sortie A1 en direction de l'aéroport Charles de Gaulle, Lille. Et pour le spectacle. Et puis, l'ancien patron de TF1, Nonce Paolini, est mort. Il avait 75 ans. Il a dirigé la première chaîne de 2007 à 2016 avant d'en avoir été le DRH et un passage chez Bouygues Télécom. Donc on a filmé le parc de France. Le virage digital de la chaîne. Merci beaucoup Stéphanie Collot. On se retrouve tout à l'heure à 8h30. Les marchés financiers. En direct du siège d'Euronext. Aude, 2 éléments sur la table aujourd'hui, la réunion de la Banque Centrale Européenne et la dégringolade des valeurs de la tech hier aux États-Unis. Oui, alors la réunion de la BCE d'abord, une réunion sans baisse de taux normalement, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la suivre parce que ce genre de réunion intermédiaire justement peut donner des éléments sur la trajectoire future de la politique monétaire européenne. Il peut y avoir du contenu dans la conférence de presse de Christine Lagarde. Elle pourra donner son avis sur les dernières données d'inflation, d'activité ou d'emploi au sein de la zone euro. Elle peut aussi donner un aperçu des accords, par exemple au sein du Conseil. Le marché attend quand même le signal de la prochaine baisse en septembre. On verra donc si elle choisit d'en dire plus. Tout ça au milieu d'une journée politique quand même très mouvementée, que ce soit en Europe avec l'élection de la présidence du Parlement, mais aussi en France, du coup avec l'Assemblée nationale. La séance de questions-réponses justement de la BCE pourrait être intéressante. La France était épinglée aussi par le FMI après la Commission européenne et après les agences de notation. Donc ce sera donc à l'agenda de la journée. Après, c'est vrai, le risque sur la tech, toujours, et une publication ce matin de TSMC en Asie, TSMC qui fait mieux que les attentes sur ce trimestre, qui devrait donc rassurer le marché. Pour le moment, en attendant, le titre TSMC à Taïwan est toujours en baisse de plus de 2%, et on sait que les semi-conducteurs, c'est précisément ce qui a fait défaut au marché hier, avec aussi ASML sur le marché européen qui avait perdu plus de 11%. Donc ce sera regardé dans les craintes d'une reprise de la guerre commerciale, avec le retour de Donald Trump et aussi Joe Biden qui du coup fait de la surenchère en s'en prenant aussi aux valeurs technologiques. Et puis une publication aussi sur le CAC 40, vous en avez parlé, c'est Publicis qui relève sa prévision de croissance. Publicis qui pourrait être bien accueilli à l'ouverture des marchés, mais en général ce genre de mouvement ça reste quand même centré sur un titre et ce ne sera pas suffisant pour enflammer le CAC 40. L'ouverture est prévue stable dans moins d'1 heure. Merci beaucoup Aude Kersulek. On va prendre le taxi maintenant avec Anthony Morel. BFM Business, Culturia, Anthony Morel. Un taxi un peu particulier, Anthony Morel, qu'on nous annonce depuis assez longtemps. C'est le patron de Tesla, Elon Musk. Il a confirmé que ces modèles de taxi autonomes ne seront pas présentés le mois prochain comme prévu. Je crois que c'est pas le premier report. Oh non, c'est une vieille idée d'Elon
cette idée de robotaxi, il appelle ça comme ça. En fait, il veut mettre sur les routes une flotte de Tesla autonomes, donc qui se conduirait totalement toute seule en autonomie et qu'on pourrait, monsieur et madame tout le monde, commander comme on commande aujourd'hui un VTC via une application mobile. On verrait donc arriver devant chez soi une c'est le tunnel de la Courneuve sans volant ni pédale, parce que c'est ça le projet ultime, c'est vraiment ça. Alors Elon Musk avait donné une date, il avait dit ce sera le 8 août. Le 8 août, on vous dévoile tout. Il avait d'ailleurs un petit peu étonné ses ingénieurs qui n'étaient pas au courant de cette date, ça leur a un peu mis la pression, mais visiblement ça a pris un petit peu de retard. Et là il me dit bah non, désolé, ce sera un peu plus tard, ce sera a priori au mois d'octobre. Alors il dit oui parce qu'il y a des problèmes de design, il faut qu'on corrige ça, on aura quelques petites surprises supplémentaires à vous présenter, on verra. Mais comme vous le disiez, c'est pas la première fois, j'allais dire, qu'Elon Musk nous mène en bateau. C'est-à-dire que ça fait depuis 2019 qu'il nous annonce ces robotaxis. En 2019, il nous avait dit qu'il y en aura 1 million sur les routes en 2020. On les attend encore. Il annonçait aussi qu'il était tout proche de voitures autonomes de niveau 5, donc c'est le niveau ultime des voitures autonomes. Or, aujourd'hui, le système Tesla FSD, donc le Full Self Driving, on est plutôt sur du niveau 2, voire niveau 3, donc on en est encore très loin. Autrement dit, cette présentation en octobre, eh bien, elle va être très attendue et il va falloir délivrer, comme on dit. Oui, alors, évidemment, c'est intéressant sur le plan technologique. On va prendre la 1, direction Lee Charles de Gaulle, le business model que Elon Musk voudrait mettre en place. Oui, c'est presque plus intéressant, je trouve. C'est-à-dire que lui, il imagine un modèle économique à l'Airbnb, où en fait, on pourrait acheter une Tesla et la mettre en location de courte durée quand on ne l'utilise pas en mode autonome. 90% du temps, on n'utilise pas sa voiture et donc quand on... Dans 400 mètres, prendre la sortie A1 en direction de l'aéroport Charles de Gaulle, Lille. On l'utilise pas, elle partirait se balader toute seule et les gens pourraient commander via une application CVTC qui arriverait donc de manière totalement autonome devant la maison des gens. Ça permet prendre la sortie A1. De générer des revenus passifs. On pourrait investir dans une Tesla comme on avait investi aujourd'hui dans un appartement finalement. Elon Musk donne ce chiffre. Alors, continuer sur A1 pendant 22 km. On va vérifier, il dit qu'on pourrait générer comme ça 30 000 € de revenus à partir d'une Tesla par an, ce qui est quand même énorme. Ça permet évidemment de rembourser le leasing ou l'emprunt qu'on fait pour acheter sa voiture. Alors officiellement, ce retard, vous l'avez dit, c'est lié à un problème de design. Après, si on regarde ce qui s'est passé ailleurs sur le plan technologique, ça se passe pas toujours très très bien, les voitures autonomes. Non, la cohabitation avec les piétons, les autres automobilistes est parfois un petit peu compliquée parce que ça existe déjà, les taxis autonomes. Si vous regardez dans des villes comme Phoenix en Arizona, à San Francisco aussi, à Las Vegas également, vous pouvez commander des taxis. Alors c'est Waymo, la filiale voiture autonome de Google, ou Cruise, celle de GM, sauf que ça se passe pas forcément très bien. Il y a eu des incidents, des voitures qui se mettent à bugger, qui s'arrêtent en plein milieu d'un axe principal d'une grande ville et qui bloquent toute la circulation, d'autres qui vont tamponner une autre voiture ou une camionnette, ce qui génère, alors il n'y a pas eu forcément des très graves accidents, mais il y a eu quand même un certain nombre de petits problèmes comme ça, à tel point d'ailleurs que les habitants commencent à se révolter. Il y a des voitures qui ont été incendiées, d'autres sur lesquelles on a jeté des cailloux, donc on voit que ces voitures dont le volant tourne tout seul avec personne derrière le volant, ça inquiète un peu aussi les gens, donc il va falloir faire probablement de la pédagogie. Et Elon Musk va devoir faire, il va arriver sur un milieu, dans un environnement qui est plutôt hostile aux voitures complètement autonomes. Il paraît que c'est culturel, on finira par s'y habituer. Bien sûr, moi pour l'avoir testé, je vous le dis, au bout de 10 minutes, on oublie qu'on est dans une voiture autonome. Mais il faut le tester, voilà, il faut le faire, une fois, il faut. Merci beaucoup Anthony Morel. À suivre dans un instant, Enrique Martinez, le PDG de Fnac Darty, sera avec nous pour nous parler de la stratégie internationale du groupe. A tout de suite. Good Morning Business, le groupe au Poitiers. Les ambitions internationales de Fnac Darty, le groupe va racheter Unieuro, c'est son équivalent italien, pour un montant de 249 millions d'euros. On en parle avec Enrique Martinez. Bonjour, vous êtes directeur général de Fnac Darty. Pourquoi cette acquisition? Je donne quelques chiffres. Unieuro, 5000 salariés, 2,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. D'abord, on est très content de pouvoir arriver à aujourd'hui présenter cette belle opération pour notre groupe, pour Unieuro aussi. C'est dans une dynamique de consolidation des nos marchés européens. Unieuro et Fnac Darty partagent énormément de valeurs et de convictions sur sa vision du retail de demain, omnicanal, connecté, service et dans l'accompagnement des clients. Et c'est une opportunité importante pour continuer cette expansion pour le groupe. Vous parlez de consolidation européenne. Est-ce que ça laisse entendre que vous souhaitez aller plus loin? Est-ce que vous avez déjà d'autres acquisitions en vue? Là, il y a un accident. Un gros morceau, vous l'avez bien dit, 5000 personnes, donc ça va nous prendre, j'espère que d'ici à la fin de l'année, pour l'exécuter complètement, on ouvrira l'offre publique pour les actionnaires probablement vers la fin du mois d'août. Et
ça prend quelques semaines. Et donc à la fin de l'année, j'espère qu'on pourra intégrer Omnihero chez nous. Et ça n'épuise pas nos visions. Je pense que c'est un marché qui reste encore très fragmenté, très fragile au niveau européen, avec une industrie en face qui se consolide fortement et des marchés matures. Il faut trouver l'efficience, il faut trouver la capacité d'investissement, la capacité d'innovation, et pour ça, parfois, la taille est importante. Et aussi, c'est l'opportunité de créer une plateforme. Nous avons une vision très particulière. L'industrie se transforme aussi vers un modèle plus responsable, plus équilibré entre les modèles de services, de la réparation. Et donc, c'est ces modèles qu'on porte en France. On porte l'un des pays. Nous sommes sur la A1, direction Lille-Charles de Gaulle. Et c'est une conviction chez vous, on va y revenir dans un instant. Comment est-ce que votre actionnaire principal, Daniel Kretinsky, qui détient 29,9% de Fnac Darty, vous accompagne dans cette expansion internationale? J'ai décidé d'associer à ce projet. En fait, c'est une opération qu'on fait à deux. Fnac Darty fera 51%, les équipes des Daniel Kretinsky prendront 49% pour prendre le contrôle des Omnihero, les faire avec les soutiens de notre premier actionnaire aujourd'hui, depuis un petit moment, et aussi pas épuiser complètement les capacités que le groupe a de continuer, et comme on parlait tout à l'heure, à continuer à saisir les opportunités des consolidations. Donc les soutiens à la fois l'accompagner en tant qu'actionnaire, et aussi des co-investisseurs, parce que c'est quelque chose qu'on fait à deux. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'il va vous fournir également les moyens financiers de cette expansion à l'international? Je pense que quand vous êtes quelqu'un comme Daniel Kretinsky s'intéresse beaucoup au retail et au business globalement, et vous entrez au capital de Fnac Darty, c'est pas à droite, il y a le Blanc-Ménil, le Bourget et la Nationale 2. Et c'est parce qu'il a intéressé à notre projet qu'il est chez nous. Donc je pense qu'évidemment, on est très sélectif, on est très discipliné, on cherche la valeur, on ne se précipite pas, on réfléchit, mais on est déterminé, et je pense que ça convient bien au caractère des messieurs Kretinsky. Grossir en Europe, la course à la taille, vous le disiez, est-ce que c'est aussi une réponse à la concurrence des grandes plateformes de vente en ligne? Je pense qu'aujourd'hui, notre secteur, il faut se donner des moyens pour avoir une compétition à l'échelle. Aujourd'hui, nos marchés sont en train de se disrupter par des plateformes qui viennent des États-Unis, parfois aussi qui viennent des LACI, avec des moyens illimités, parfois des moyens qui ne sont pas raisonnables, et parfois les petits acteurs qui ont été très longtemps pour plus anciens. À droite, Paris, le Bourget, parc des expositions. Pour les prochains cycles, ils vont avoir besoin de rentrer dans une dynamique un peu plus de... Blanc-Ménil, le Bourget. Je pense que ça correspond à ça. C'est pas la cause de la taille juste pour devenir grand, c'est pour se donner les moyens d'innover et d'être compétitif par rapport à ce secteur. Et faire évoluer le modèle, vous l'avez dit, vous allez importer ou exporter en Italie votre modèle français, c'est-à-dire réparer parfois plutôt que de racheter du neuf. Ça, c'est une conviction très personnelle. Vous en aviez fait d'ailleurs un ouvrage, et si on consommait mieux, dans lequel vous parlez de consommation plus durable, plus responsable. Vous dites qu'il y a une troisième voie en fait entre les deux. C'est un peu étonnant. C'est étonnant et pas si vous regardez que l'industrie de l'électronique génère des millions de tonnes de déchets chaque année. On sait très bien que c'est un modèle qui est en train de s'épuiser, et c'est les acteurs comme nous qui sont en train de prendre l'initiative pour passer à un autre modèle qui vont avoir raison. On le fait par conviction personnelle, mais aussi on le fait aussi parce qu'il y a une vision industrielle derrière ça. Il faut être prêt pour accompagner les clients pour avoir une consommation responsable et dans la durée. On le fait en France, vous savez, avec nos différents programmes. Et je sais qu'en Italie, ils partagent les mêmes convictions, on va les aider. Ouais, quand je dis c'est étonnant venant d'un dirigeant d'un groupe comme Fnac Darty, c'est cohérent évidemment sur le plan environnemental. Quel bilan d'ailleurs vous tirez de ce virage stratégique que vous avez amorcé il y a quelques années? Je me réjouis de la vitesse à laquelle on a pris cette démarche. Aujourd'hui, nos programmes iconiques d'Artimax, ils dépassent largement les millions d'abonnés. C'est plébiscité, il est très satisfaisant pour les clients. Ils ont compris l'intérêt. Les nombres de réparations en France, ils ont doublé en croissance par rapport à l'Europe. C'est vraiment, honnêtement, je pense qu'on est pour quelque chose. C'est-à-dire que l'impact, les bilans carbone de l'industrie pour lequel nous sommes responsables, il est en train de faire son travail. Je pense que ça, c'est un énorme bénéfice de ces programmes. Et puis, on a fait l'annonce de nos résultats du premier semestre. C'est un marché qui reste, on les connaît, pas complètement porteur. On réussit, on fait une croissance molle, mais on le fait en croissance, et aussi on continue à tenir nos résultats. Je pense qu'on commence à voir le bénéfice de nos plans. Plus d'1 million d'abonnés à l'offre d'Artimax, donc qui permet, moyennant un abonnement, de faire réparer des appareils. Est-ce que ça génère suffisamment de recettes pour compenser par ailleurs la contrepartie sur les ventes, puisque forcément lorsqu'on répare, on achète moins?
clients qui sont intéressés à ce modèle. C'était tous les modèles qu'on est en train de mettre en place, c'est être plus largement, mettre à disposition la plateforme des services et des réparations uniques, des milliers de personnes qui sont formées et au terrain chaque jour pour réparer les produits, plus de 2,5 millions des produits réparés. Et ça fait les bonheurs des clients qui cherchent du sens et aussi des économies. La transition écologique, dans un domaine des restrictions des pouvoirs d'achat, il peut passer aussi pour des opportunités de faire des économies pour les consommateurs, et c'est là que la magie arrive. Oui. L'incertitude politique en France et du coup l'incertitude économique pèse sur les perspectives d'investissement des entreprises. Une enquête vient d'être publiée, elle concerne les ETI, pas des groupes comme le vôtre. Est-ce que vous êtes inquiet de l'incertitude actuellement en France, à la fois sur la marge de votre entreprise, mais aussi en termes de consommation? Je pense qu'on on peut tous accorder que depuis Covid, les contextes économiques, politiques, sociaux en France, mais partout en Europe, il est dégradé, il est en difficulté. On reste attentif. Je pense qu'il y a quand même des données macroéconomiques en France qui restent solides. Les chômages, le pouvoir d'achat, il y a des choses qui sont plutôt résilientes. Ces contextes économiques bien perturbés, je pense que l'économie du réel ne sera pas en souffrance dans ces contextes. En tout cas, ce qui nous concerne à nous, on continue à porter nos projets d'investissement. Ces projets d'acquisition en Italie prouvent bien que malgré ces contextes, nous continuons énormément à croire à l'avenir de notre industrie. C'est pour ça qu'on fait cette opération. Enquête du BETI publiée aujourd'hui, une grande partie des ETI préviennent que si on augmente le SMIC à 1 600 € mensuels, elles devront augmenter leurs tarifs, et 28%, je crois, des entreprises qui ont été consultées envisagent même des licenciements. Vous êtes inquiet d'une éventuelle augmentation du SMIC? Je pense qu'il faut les mettre dans un contexte. On a 26 000 personnes dans le groupe, évidemment pas tous au SMIC, mais ça peut avoir un effet sur les échelles salariales. Il faut les faire dans un contexte. Je pense qu'il faut les rendre dans un modèle où aujourd'hui il y a très peu de croissance, où les coûts peuvent rattraper beaucoup de monde, et on voit que les marges des industries ne sont pas en grande forme. Donc je serais prudent sur comment on peut accompagner. Après, je pense qu'on est tous d'accord qu'il faut donner des moyens pour que les consommateurs, les citoyens, ils s'y trouvent dans un modèle où ils ont perdu au moins la perception de pouvoir d'achat pour s'étendre les pouvoirs d'achat en soi. Donc il ne faut pas nier ça, mais il faut le faire dans un rythme que les entreprises et l'économie peuvent l'absorber. On a appris hier soir dans l'actualité le décès de Ponce Paolini, l'ancien patron de TF1. Il était également au conseil d'administration de Fnac Darty. Oui, non, il va nous manquer énormément. Il a été dans notre conseil. Il a tenu à tenir jusqu'à ces derniers jours, depuis la rentrée en bourse du groupe Fnac. Il a toujours soutenu, moi personnellement, et les groupes. Donc c'est un personnage magnifique pour la France, qui a un talent et une humeur extraordinaire. Donc un pensée pour sa famille et pour ses amis qui sont nombreux aujourd'hui. Merci beaucoup, Enrique Martinez, directeur général de Fnac Darty. À très bientôt. À suivre dans un instant le journal de Stéphanie Colo. On vous emmènera ensuite aux États-Unis avec Eva Jaco. Et puis on parlera d'immobilier avec Marie Cœur de Roy. Vous l'avez sans doute constaté, il y a de plus en plus de bail code civil dans les annonces de location. Qu'est-ce que ça change? Nous expliquera Marie Cœur de Roy dans quelques minutes. Restez avec nous. Il est juste 8h30, on fait un nouveau point sur l'actualité avec Stéphanie Colo. On commence, Stéphanie, par la première prise de parole de J.D. Vance. C'est le colistier de Donald Trump pour la présidentielle américaine. Il s'exprimait cette nuit lors de la convention républicaine dans le Wisconsin. Il s'est directement adressé aux classes populaires. En cas de victoire, il promet de se battre pour les ouvriers. Nous avons besoin d'un leader qui n'est pas vendu au grand capital, mais qui répond aux travailleurs, qu'ils soient syndiqués ou pas. Un leader qui ne se vend pas aux multinationales, mais qui défend les entreprises et les industries américaines. Un leader qui rejette la grande arnaque verte de Joe Biden et Kamala Harris, et qui se bat pour faire revenir de grandes usines américaines. Nous avons besoin du président Donald Trump. Il y a un avion. L'Amérique a choisi une nouvelle voie. Retour sur ce premier discours du colistier de Donald Trump avec Thierry Arnaud sur place. Pendant un peu plus d'une demi-heure,
J.D. Vance a fait la démonstration de son aisance d'orateur. Il ne s'est pas contenté de raconter à l'Amérique l'histoire de sa vie, de ses origines modestes dans l'Ohio, de sa famille, de sa mère, sobre depuis 10 ans après avoir lutté toute sa vie contre l'addiction. Elle était présente dans la salle ce soir. Il a livré bien sûr un hommage appuyé à Donald Trump, bien sûr un sévère réquisitoire contre Joe Biden. Il a surtout livré sa vision d'une politique économique orientée vers les plus modestes, n'hésitant pas à affirmer, je cite, « On a fini de servir Wall Street ». J.D. Vance s'est posé en farouche partisan de la doctrine de l'Amérique d'abord, l'America First, du Made in USA, de la relance de la production de gaz et de pétrole sur le territoire américain, pour, je cite, ne plus acheter de l'énergie à des gens qui nous détestent. Un tournant vers le protectionnisme et l'isolationnisme qui ne devrait pas manquer de se répercuter aussi sur la politique étrangère des États-Unis. On pense en particulier, évidemment, au soutien à l'Ukraine, auquel il s'est déclaré totalement opposé par le passé. Ce soir, J.D. Vance espère donc avoir définitivement fait oublier celui qui disait voter pour Hillary Clinton en 2016, celui pour qui Donald Trump était un désastre comparable à Hitler. Dès samedi, c'est bien en tant que colistier de ce même Donald Trump qu'il sera en campagne pour un premier meeting au Michigan. Donald Trump qui a prononcé un discours aujourd'hui devant ses partisans en clôture de la convention républicaine. Pendant ce temps, ça se complique pour Joe Biden qui suspend sa campagne. Le président américain a été testé positif au Covid, mais dit se sentir bien. Un peu plus tôt, il avait déclaré qu'il pouvait se retirer de la course à la présidentielle si un problème médical lui était détecté. Réunion à huis clos depuis quelques jours. C'est aujourd'hui le dernier jour du plénum en Chine. Des annonces de réformes sont attendues alors que le pays fait face à une crise de l'immobilier, un fort chômage des jeunes et une consommation en berne. L'autre défi pour Pékin, c'est le déclin démographique face au vieillissement de la population. Des milliers de garderies ferment leurs portes, mais d'autres s'adaptent et se transforment en centres de loisirs pour personnes âgées. Astrée Olivier. Apprendre à défiler comme un mannequin, à jouer du tambour africain ou encore s'exercer à la danse traditionnelle chinoise. Une multitude d'activités artistiques proposées aux retraités, comme un Song Lin-je, adepte de ce centre pour seniors depuis son ouverture il y a 6 mois. Après avoir pris ma retraite, j'ai eu l'impression que ma vie était très ennuyeuse et que je n'avais rien à faire. Cette université pour personnes âgées est un lieu qui apporte du bonheur aux gens, où ils peuvent être actifs. Entre les anciennes salles de classe occupées, d'autres restent complètement vides. Une cantine avec du mobilier pour enfants et une salle de sieste désaffectée, des vestiges de l'ancienne garderie. La directrice de l'établissement, Li Shuning, à l'origine de la transformation est nostalgique, mais elle n'a pas eu le choix. Lorsque ma garderie s'est vidée, j'ai réfléchi à la manière d'en faire le meilleur usage possible. Puis comme j'aime moi-même chanter et danser et que j'aime jouer, il m'a semblé que c'était là l'utilisation d'un tel espace. Il a été légèrement ajusté pour les personnes âgées. Un centre de loisirs qui devrait donner une nouvelle jeunesse à ses retraités, les seniors, une classe d'âge qui représente déjà plus de 20% de la population en Chine, et c'est un chiffre en augmentation. D'ici 2035, un Chinois sur 3 sera retraité. En Allemagne, après des mois de négociations, la coalition gouvernementale adopte finalement le budget pour l'an prochain. Il prévoit des mesures de relance et des dépenses accrues en matière de défense, ainsi qu'un niveau record d'investissement de 78 milliards d'euros. Mais ça présente aussi un trou de 17 milliards. Ce budget est aussi moins généreux en termes d'aide militaire à l'Ukraine, ramené de 8 milliards d'euros cette année à 4 milliards en 2025. A noter que le ministre allemand des Finances s'est exprimé sur la situation en France. Il s'est dit inquiet du flottement politique. En France, justement, les députés se réunissent pour la première fois aujourd'hui à l'Assemblée nationale pour élire leur président. Le nouveau Front populaire réussit à s'entendre et propose la candidature du communiste André Chassaigne. Autre candidat au perchoir, la sortantienne Braun-Pivet pour le camp présidentiel, Sébastien Chenu pour le RN ou encore la députée Horizon Daïma Mouchou. En revanche, les négociations pour Matignon piétinent toujours à gauche. Nous étions sous les pistes de l'aéroport Charles de Gaulle. Selon la Cour des comptes européenne, la stratégie mise en place dans ce domaine ne tient pas la route et les objectifs seront très difficiles à atteindre. Raphaël Couder. En matière d'hydrogène vert, l'Europe n'est pas sur la bonne voie. Selon les auditeurs de la Cour des comptes européenne, les objectifs de production et d'importation qui ont été fixés sont tout simplement irréalisables. 4 ans après la présentation de la stratégie européenne dans ce domaine, le rapport appelle à un retour à la réalité. Les projections actuelles estiment que moins
Nokia annonce une perte nette de 140. Dans 3 km, prendre la sortie 7 vers Chantilly-sur-Villiers. 2 millions d'euros au deuxième trimestre, c'est dû à des dépréciations. Et puis Novartis annonce un bénéfice net en hausse de 43% au deuxième trimestre à 3,2 milliards de dollars. C'est mieux prévu. Le groupe relève ses objectifs pour l'ensemble de l'année. Et puis après d'une semaine des Jeux Olympiques, 50 000 billets sont mis en vente ce matin. C'est le dernier grand rendez-vous hebdomadaire billetterie avant une mise en vente de quelques centaines de billets. Ce sera chaque jour à partir de lundi prochain, Stéphane. Journal de Stéphanie Colo, 8h38 des marchés financiers. Direct d'Euronext, a priori on se dirige vers une ouverture en légère progression. On n'a pas vu ça depuis le début de semaine, mais c'est ce qu'indique pour le moment le futur sur le CAC 40, plus 0,15, plus 0,2% à Paris, toujours sous les 7600 points. Cela dit, en fait, notre salut, on le voit quand même à ce qui se passe là aux États-Unis, les futurs américains qui se redressent après la séance catastrophique quand même hier, il faut le dire. On a quand même la tech qui a pris un sérieux coup, Nvidia qui a perdu plus de 5%, Apple 2,5%. Forcément, quand c'est les plus grosses capitalisations du S&P 500, on a des investisseurs qui se repositionnent à l'achat et ça se voit déjà dans la séance, dans l'avant-séance de Wall Street. Alors que ça s'est pas vu ça du côté de l'Asie où le mouvement de vente continuait encore ce matin. On avait indiqué qu'il avait perdu 2,5%. Dans 600 mètres, prendre la sortie 7 vers Chantilly-sur-Villiers. TSMC, malgré sa publication qui était aussi en baisse de 2,5% après donc le coup de poignard hier au semi-conducteur donné par Washington, et en plus on est parlé de camps, à la fois la Maison Blanche qui faisait prendre la sortie 7. un peu de surenchère sur les barrières commerciales, et puis Donald Trump qui lui aussi s'attaquait là aussi aux valeurs. Dans 300 mètres, continuez sur des 16. De la tech pour les relocaliser en Amérique. À Paris, on avait forcément un petit peu moins souffert parce qu'on est moins exposé à la tech. On avait pris toute la baisse en début de semaine à cause du luxe. En tout cas, aujourd'hui, on devrait ouvrir en légère hausse, mais tout de même beaucoup de prudence aujourd'hui, notamment parce que il y a une réunion BCE et on attendra forcément 14h15 la libération avec le communiqué de la BCE qui devrait être un statu quo, mais aussi les explications de Christine Lagarde à partir de 14h45. Et puis donc après la séance américaine, les autres publications, on aura aussi un petit peu de tech encore aujourd'hui avec Netflix, Snap notamment, qui publieront aux États-Unis. Merci beaucoup, Aude Kersulek. On se retrouve à 9h pour le coup d'envoi de la séance à la Bourse de Paris. 8h40, on va maintenant s'intéresser au pic des recherches d'appartements pendant la période estivale pour tous ceux qui souhaitent trouver un logement pour la rentrée. La recherche tourne parfois au parcours du combattant avec une offre locative en baisse de 6% selon la plateforme. Dans 150 mètres, au rond-point, prendre la 3e sortie et continuer sur des 16. Bien ici, et des propriétaires qui proposent de plus en plus de bail code civil. Explication Marie Cœur de Roy. BFM Business, les chroniques de l'été, spécial IMO, Marie Cœur de Roy. Sur le papier, on comprend l'intérêt pour les propriétaires de faire signer à leurs locataires au rond-point, prendre des 16. Bail code civil, cariste. Dans 100 mètres, au rond-point, prendre la 2e sortie et continuer sur des 16. Il s'agit d'un contrat beaucoup plus souple que le fameux bail loi de 89 très encadré. Concrètement, avec le bail code civil, pas d'encadrement des loyers, pas de durée minimale du bail non plus. Le propriétaire les fixe librement, alors au rond-point, prendre des 16. Que dans les baux traditionnels, la durée est continuer sur des 16 pendant 1,5 km. Et de 3 ans renouvelable tacitement. Même chose pour le délai de préavis pour donner congé au locataire qui est lui aussi fixé librement et peut donc théoriquement être réduit à quelques jours seulement. Un bail très souple donc pour le propriétaire mais qui comporte une limite. Légalement, il ne peut s'adresser qu'à des locataires en recherche d'une résidence secondaire et non pas d'une résidence principale. Au départ, ce bail était d'ailleurs plutôt réservé aux entreprises pour héberger leurs salariés en mobilité, sauf que désormais, il pullule sur tous les sites d'annonces et pour cause, les propriétaires cherchent plus que
période estivale, Good Morning Business vous propose de revoir, de réécouter les meilleurs reportages dans le secteur de la distribution. Ce matin, Eva Jaco nous emmène aux États-Unis à la découverte du magasin Wegmans installé à Manhattan. C'est une enseigne adorée des Américains et qui s'installe pour la première fois à New York. Regardez. Sortir du rond-point, puis tourner à gauche. C'est la plus grande surface. Tourner à gauche, puis tourner à droite. Alimentaire de New York avec 8000 m². Tous les fondamentaux du retail sont réunis ici. Wegmans a été créé en 1916 et est très apprécié des Américains. On va aller découvrir pourquoi. Le frais est vraiment le fil conducteur de ce magasin. Il y en a partout. C'est 70% de l'offre, ce qui est assez inhabituel pour un supermarché. La signalétique est efficace avec une promesse qui s'exprime dans tous les rayons. Every day you get our best. Chaque jour vous obtenez. Tournez à droite, puis votre destination se trouvera sur la droite. Et le meilleur de nous. Et en effet, le magasin a 600 employés, ce qui en fait un supermarché très humain. Alors il y a tout de même 37 caisses automatiques et seulement 5 caisses avec hôtesse, et cela reste très fréquent au sein des magasins de Manhattan. L'offre des produits préparés sur place est très large, on trouve de tout, des pokéballs, des pizzas, des mezzés, des sushis avec des chefs qui cuisinent en direct derrière les rayons, mais aussi des plats asiatiques avec des chefs qui préparent les salades en direct. On trouve aussi des étalages de poissons frais avec des arrivages toutes les heures en direct du marché de Tokyo, mais aussi une offre de plats. Prendre la direction sud, puis tourner à gauche. À préparer complet, à trouver sur place, macaroni and cheese au homard, steak assaisonné prêt à cuire ou encore une offre veggie. C'est un plus pour les New-Yorkais de pouvoir trouver autant d'options. Wegmans ne compte pas s'arrêter là. Dans quelques mois, il installera des restaurants directement intégrés dans le supermarché, bar à huîtres, bar à sushi ou encore restaurants haut de gamme de fruits de mer. Ce sera à découvrir plus tard. Voilà, la visite est terminée. Avec ce nouveau magasin, Wegmans vient concurrencer directement d'autres magasins à l'image de Whole Foods, et c'est ce que me confiait Arnaud. Bonjour, vous êtes un Français installé à New York depuis 2015. Qu'est-ce que vous venez chercher Tournez à gauche, puis tournez à gauche. Particulièrement ici? Je viens chercher principalement la diversité des produits. Là par exemple, je viens chercher une raclette, il n'y a pas de fromage à raclette. Tournez à gauche, puis tournez à droite. Ailleurs, on me dit que c'est pas saisonnal. Mais surtout là. Tournez à droite, puis votre destination se trouvera sur la droite. Les tarifs aussi, c'est beaucoup moins cher que du Whole Foods et vraiment les produits qu'on trouve nulle part ailleurs, comme de la charcuterie, comme du fromage, qui est vraiment difficile pour nous expats de ne pas avoir ici aux US. Merci Arnaud. Donc vraiment plus de références à un prix plus abordable, c'est toute la différence de Wegmans. Voilà, Eva Jaco à New York. Dans un instant, on reste à l'international. Benahouda Abdelhaim. Votre destination se trouve sur la droite. Nous emmènera en Chine. Good Morning Business, le monde qui bouge. Et donc direction la Chine, la ville de Shanghai souhaite accélérer la production de robots humanoïdes dont les applications pourraient être nettement revues à la hausse grâce à l'intelligence artificielle. Benahouda Abdelhaim. Les autorités de Shanghai entendent accélérer dans l'industrie des robots humanoïdes. Le message a été transmis par la mégapole chinoise en mai dernier à l'occasion de son forum annuel pour l'innovation et l'entrepreneuriat, le Y50. La municipalité chinoise a fait de l'implantation d'Android dans l'activité économique courante un facteur d'essor à un horizon très rapproché. La perspective officielle n'est pas 2050, c'est dès l'année prochaine qu'un ratio substantiel dans les usines est censé s'établir. Il faudrait 500 unités de ces robots pour 10 000 travailleurs. La mégapole la plus peuplée de Chine dit créer un écosystème innovant dans ce domaine, comprenant la recherche-développement, la promotion des talents et l'incubation d'entreprises. Pour ceci, la chef de la commission municipale pour l'économie a fait état de nouvelles politiques afin d'approfondir l'application de robots humanoïdes en open source, en code source ouvert, dans la fabrication industrielle, les services et d'autres secteurs. Même si la vitesse de généralisation paraît extrêmement ambitieuse, ce sont de jeunes entreprises privées de la ville Agibot, Fourier Intelligence ou encore Jiuan Robotics qui doivent commencer à sortir ces androïdes dans les meilleurs délais et à échelle industrielle. Pour Shanghai, il s'agit aussi d'entretenir son image d'avant-garde dans sa concurrence permanente avec la